Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maestrix avec Christophe aujourd'hui. Bonjour Christophe. Salut Julie, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien? Et on va démarrer. Aujourd'hui, on va parler de progression en vibe coding. Ce qu'on voulait faire, c'est beaucoup la mode en ce moment de parler de vibe coding, de parler de Lovable, etc. Mais quand même, plusieurs aspects qui doivent être abordés. Il y a plein d'outils qui existent. Et Christophe, ça fait un moment qu'il travaille sur ces outils. Et aujourd'hui, on a prévu qu'il vous parle vraiment de sa progression, de comment est-ce que petit à petit, il a progressé sur ces outils et quels sont les outils qu'il a implémentés au fur et à mesure de sa progression. Vous pourrez évidemment poser toutes vos questions dans la partie Q&A. On prendra les questions à la fin. Et vous avez la possibilité de voter pour les questions. Donc, s'il y a des questions qui vous intéressent particulièrement, votez dessus. Et comme ça, on les prendra en priorité. Vous avez aussi la possibilité de réagir dans le chat sur ce qui se dit au fur et à mesure du webinaire. Moi, je vous partage déjà un petit questionnaire pour que vous puissiez me dire si vous êtes là parce que vous souhaitez participer à une formation chez Maestro ou pas. Je vous le partage. Ok, ben, j'ai l'impression que tout fonctionne. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Christophe pour qu'il se présente. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Je suis Christophe Fischer. Donc, petite présentation de mon profil. Donc, je viens du monde du produit. Donc, j'ai déjà une douzaine d'années d'expérience en product management. Donc, sur divers rôles de PM, PO, senior PM, head of product. Et donc, je ne sais pas vous, mais moi, depuis toujours, une de mes frustrations était de ne pas savoir coder, Et depuis, en fait, 2025, j'ai pu passer ce cap. Donc, brièvement sur moi, en fait, ces dernières années, j'ai surtout occupé des postes de Head of Product donc chez Citigo en 2020, en 2023 chez Wonderbox, donc à l'idée des petites teams agiles, des petites teams, donc 1 à 2 ou 3 ou 4 PM max. Puis en 2005, en fait, j'ai passé le cap où en fait, je me suis lancé moi-même dans mon aventure, où j'ai lancé ma propre structure qui s'appelle iLab Services pour développer, dans la cadre duquel en fait je consulte des sociétés et je construis des produits codés à l'IA. Donc je fais ça pour des plus petites boîtes, mais aussi j'accompagne des plus grandes structures comme L'Oréal pour implémenter de l'agentique. Puisque finalement, lorsque vous allez apprendre à vibe coder, vous allez forcément apprendre à intégrer de l'IA dans vos produits et au fur et à mesure, vous saurez faire ce genre de choses et vous pourrez devenir expert dans ce genre de domaine. Alors, de quoi on va parler? En fait, mon aventure, en fait, on va dire, j'ai commencé en début 2025 ou fin 2024. Je ne codais pas à la base. Et c'est en fait en explorant différents outils et en montant en compétences sur des outils que j'ai pu apprendre vraiment à coder une application, alors surtout une web app de A à Z, et la déployer. Donc les outils que nous allons regardez, alors, il y en a certains, vous connaissez tous, ils sont connus tous, type Lovable, Bolt, Cursor, OpenAI, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connus. Et c'est pour ça que je trouvais c'est intéressant de parler de ces outils-là, puisque on ne pense pas toujours à les regarder dedans, alors qu'ils ont certaines spécificités qui sont intéressantes. Donc, on va commencer par Anything, qui est un product builder qui est très facile à prendre en main, d'1 à 5 à jour. Ensuite, on va passer à Lovable Bolt. Là-dessus, la courbe de progression est un petit peu plus compliquée.
on va dire de 1 semaine à 3 mois, ça dépend, ça va beaucoup dépendre de votre profil, plus de l'intensité avec laquelle vous allez vous lancer dedans. Ensuite, il y a DeepSeek et OpenAI. Donc, OpenAI, vous connaissez tous DeepSeek, mais DeepSeek est très intéressant pour de la recherche technique. Je vous montrerai ensuite comment ça se passe. Ensuite, alors, vous avez des vrais IDE tels que Cursor ou Windsurf. Donc, Cursor est très connu, Windsurf est plutôt moins connu, mais aussi, en fait, facile à prendre en main. Je vous montrerai comment ça marche et ça nécessite 1 à 5 mois. Puis ensuite, Stitch qui est le produit de Google pour le design d'interface, et Figma Make, qui sont des outils, en fait, essentiels dans le vibe coding, car ils permettent en fait de aussi reprendre des interfaces déjà existantes à faire évoluer. Alors, sans rentrer dans des questions trop techniques, trop profondément, mais voilà, pour comprendre sa progression en vibe coding, donc entre guillemets, les choses à devoir maîtriser en 5 mois. Donc, la première chose sera vraiment de savoir faire un front-end. Donc, un front-end, c'est ce que l'utilisateur voit dans notre app. Le front-end est surtout composé de composants UI du type bouton, text field, text area, ce genre de choses, des images aussi et des animations. Ensuite, par la suite, ce front-end sera potentiellement amené à communiquer avec un back-end. Donc, c'est quoi un back-end? En fait, c'est des fonctions. Par exemple, c'est des fonctions qui vont transformer votre donnée. Par exemple, si vous avez un text field, l'utilisateur marque, je ne sais pas, fait une liste de choses à faire. Vous pouvez créer une fonction qui va, je ne sais pas, dispatcher ces choses à faire en fonction de paramètres donnés que vous avez décidé. Ensuite, dans ce back-end, ce qu'il faudra savoir faire, c'est apprendre à intégrer des API tierces, puisqu'en fait, c'est ça qui va enrichir un produit. Puis surtout, l'une des choses les plus intéressantes, c'est intégrer des LLM, donc OpenAI, DeepSeek, Gemini, voilà. Et le dernier étage, en fait, de notre structure qu'il faut aussi qu'on finit par apprendre au bout de, peut-être au bout de 2-3 mois, c'est de connecter notre back-end et front-end à une base de données. En fait, la base de données va sauvegarder les différentes données que votre utilisateur va rentrer en front, ce qui va faire que si, je ne sais pas, si il a une app de prise de notes et qu'il note toutes ces choses, lorsqu'il va revenir dessus, il pourra avoir déjà les données qu'il a rentrées. Donc voilà, c'est des choses une personne qui se met à vibe coder sera amenée à maîtriser. Donc là, dans notre webinaire, on ne va pas aller à fond dans les outils, mais je vais vous présenter de comment passer d'une structure, en fait, presque d'une sorte de forme classique à un vrai produit, un vrai agent IA. Alors, là-dessus, je vais m'appuyer en fait sur un agent interne de voyage que j'ai créé qui s'appelle TIA. Donc, c'est un agent en fait qui permet, en fonction de critères, d'organiser un itinéraire. Alors, pourquoi je pars de ça? En fait, moi, ma passion, c'est beaucoup le travel. Je voyage beaucoup, puis après j'étais amené aussi, comme chez Wonderbox, à travailler sur des produits qui sont liés au travel, avec des activités ou des choses à faire, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc c'est en s'appuyant sur des exemples ou sur les différentes versions de ce que j'ai développé que je pourrais vous montrer la progression possible et les outils nécessaires pour y arriver. Alors, première chose, c'est comment démarrer son aventure de vibe coding. En fait, le point de démarrage, vraiment, c'est avoir une idée d'app ou un besoin, ou une idée d'app, de site ou un projet en interne. Alors, donc c'est soit une idée à soi ou une passion qu'on a et où on a envie de faire une app, soit en entreprise. Là, ça va être très souvent un cas d'usage d'un outil en interne. En fait,
il faut vraiment partir d'une idée ou de quelque chose qu'on a envie de faire, car en fait, c'est ça qui va driver un peu le développement technique pour pas fouiller dans le vide des choses et vraiment appliquer la technique à une idée précise. Alors, donc le premier outil, c'est Anything. C'est un outil extrêmement facile à prendre en main. Alors, pourquoi j'en parle aussi? Parce qu'il est presque gratuit. Il permet de développer sans rien connaître au code et permet de déployer des apps mobiles directement en App Store ou Play Store. Alors, je vais vous présenter mon écran pour vous montrer cet outil-là. Hop. Hop. Tout l'écran. Une seconde. Hop. Tout l'écran. Partager. OK. Donc là, vous arrivez par exemple sur une interface de Anything. En fait, c'est une interface classique d'un app builder. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est une première version de l'assistant de voyage IA. En fait, où vous voyez, en fait, c'est purement un form où on va rentrer des données. Et lorsqu'on va faire rechercher, la petite web app va renvoyer des données. Donc là, c'est surtout des incontournables, des secrets bien gardés à visiter, des restaurants, des événements à faire. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très basique. Là derrière, on a l'intégration de quelques liens et un LLM. Alors pourquoi Anything? Puisqu'on peut partir d'un prompt très très simple et obtenir quelque chose. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que en fait, Anything a beaucoup d'éléments intégrés à l'intérieur. C'est-à-dire, si vous voulez intégrer un LLM, vous n'avez rien besoin de connaître aux différents LLM, aux différents formats. Vous n'avez rien besoin de connaître aux API, car l'outil a déjà en interne des intégrations très utiles comme Google Search, vous voyez, ChatGPT, des choses pour valider les emails ou scraper le web. Donc ça va vous permettre de faire très très facilement en 1 à 2 jours un petit outil en interne pour votre entreprise ou pour vous-même si vous avez besoin de quelque chose. Là, dans le cadre de ce webinaire, je ne vais pas lancer le prompting parce que des fois, quand même, les modèles mettent un peu de temps, donc ça dure un petit peu. Mais là, pour vous donner une idée, je lui ai fait un prompt très, très simple où je lui dis code une app de prise de notes qui range les notes ensuite en 3 colonnes pour plus tard, pour maintenant à faire et à faire par défaut. Ouais, ce que j'ai obtenu, c'est ça. Je vais zoomer un petit peu pour mieux voir. Donc, en fait, là, l'agent m'a fait... En fait, déjà, ce que vous voyez, c'est qu'avec un prompt très, très basique où j'y donne très peu d'informations, en fait, il me fait... C'est lui qui analyse un peu les choses à faire. Il me les renvoie ici. Donc, il m'a expliqué ce qu'il a fait. Puis, ici, j'ai ma petite app. Donc, par exemple... si je veux rajouter une note, je ne sais pas, aller courir, parce qu'on aime bien faire du jogging. Là, je peux rajouter des choses, créer la note, et là, je peux l'assigner, par exemple, normalement, j'espère que ça marche. Avant, ça marchait. Non. Alors, normalement, on est censé pouvoir la déplacer dans d'autres catégories. Là, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Avant, ça marchait. Mais vous voyez, le LLM a implémenté, l'outil a implémenté des petites fonctionnalités comme effacer des choses et pouvoir bouger. Alors, il n'y a pas le drag and drop, par exemple, ça serait une chose à faire. Plus, après, par exemple, ce qui serait à faire, c'est, par exemple, si vous voulez raccorder dessus un LLM, par exemple, un LLM qui va classer les choses, vous rajouter des infos ou des choses comme ça. Donc, voilà, ça peut aller très vite, il suffit juste
bah, il suffit juste de créer un compte et de l'essayer. Suite à ça, tac, 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 on va passer à l'outil suivant. Donc, suite à ça, en fait, le problème avec Anything, c'est que bah, vous voyez, en fait, ça reste encore un peu basique niveau UI et niveau customisation surtout. Donc, en fait, au bout d'un certain temps, assez rapidement, peut-être au bout d'un mois, si vous voulez continuer à faire quelque chose de plus sophistiqué, il faudra passer sur Lovable ou Bolt. Lovable et Bolt, ce qui est génial, c'est qu'ils permettent de développer vraiment des choses solides, des MVP solides qui sont bons pour la prod et qui permettent de faire des e-shops, bah, vraiment presque des outils parfaits niveau UI UX. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont des intégrations avec des bases de données natives ou Supabase, intégration avec Stripe, donc pour des e-shops, avec des LLM, Figma Analytics. Par contre, la difficulté est lorsqu'il s'agit de débugger des choses, quand on fait de l'intégration d'API tiers, et surtout, bah, vous le savez tous, ça chiffre très très vite. Je vais partager rapidement mon écran pour vous montrer ça en vrai. Pack. Donc, ce qu'on a, c'est Lovable. Lovable, sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà vu. Donc, on arrive sur une interface classique, on va prompter quelque chose. Souvent, c'est bien de ne pas partir de rien. Donc, le mieux, c'est de partir d'avoir déjà un design tout fait ou d'avoir préparé un prompt en amont avec un autre outil type NAI ou DeepSeek. Ou, par exemple, bah, comme avec cet exemple d'app de prise de notes, de préciser un peu ce qu'on veut, en dessous, on trouve donc certains de ces. Alors, là, je vais prendre un de ces projets-là, c'est très basique, c'est dans le cadre de test. Mais en attendant que ça charge, je vais passer sur Bolt. Donc, Bolt, vous voyez, en fait, c'est très, très similaire. C'est très, très similaire. Et pareil, en fait, lorsque vous ne savez pas comment démarrer un projet, vous avez une option plan qui va vous permettre de développer l'idée que vous voulez développer. Donc, par exemple, si c'est une app de prise de notes, il va vous dire les éléments qu'il faudrait joindre à ça. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est soit attach files, donc attacher un fichier, soit injecter un screenshot et lui demander de développer la chose. Et une chose aussi qui est indispensable, c'est le search help. C'est ce qui va vous aider en fait ensuite à structurer ou carrément vous guider dans la construction. Donc une fois que j'ai lancé mon app, donc là on va prendre l'exemple d'un projet, de mon projet existant qui s'appelle Traveling Trip. Donc c'est en fait la version du AI Travel Planner qui est passée de Trip Scout à Traveling Trip. Alors, il est en train de se charger. Je pensais l'avoir préchargé, mais j'espère qu'il va apparaître. L'aperçu va apparaître ici. Alors, en fait, ce que vous voyez toujours dans ces outils, c'est que vous avez le moyen de prompter l'outil toujours sur la gauche, ici. Chez Lovable, pareil. Donc là, vous faites vos prompts. Vous avez... Puis ensuite vient la question de pouvoir éditer. Alors, en fait, donc vous savez, si vous avez déjà essayé, vous savez sûrement que donc à chaque fois que vous allez prompter ici quelque chose, ça coûte des crédits et ça peut chiffrer assez vite. Une des choses qui est intéressante avec Bolt par rapport à Lovable, c'est que Bolt, en fait, laisse accès au code directement ici, en mode gratuit, qui permet ensuite d'être édité et visible directement. Donc, ça, c'est juste un petit tip. Mais comme vous voyez, là, ici, vous voyez que vous êtes déjà amené, en fait, à voir le code chez Lovable aussi. Donc, c'est rien de compliqué, mais en fait, ça permet
déjà de comprendre un peu ce que l'IA a fait en fait. Puisque chez Anything, vous n'allez pas voir la structure en fait, la structure de tous ces fichiers. Alors que ici vous les voyez. Et au bout d'un moment, vous arrivez à comprendre quel fichier correspond à quoi. Et vous pourrez, fur et à mesure, commencer à éditer dans le code des petits éléments. Une des choses puissantes avec Lovable et Bolt, c'est les intégrations natives. Donc, par exemple, Lovable a fait un cloud natif qui est en fait le back-end, qui sera votre base de données où vous pourrez rattacher une base de données à votre app. C'est ce qu'on a revu dans le graphique en bas, au début de la présentation. La chose c'est que tout est presque automatisé, donc c'est assez facile à faire. Il faut fouiller dedans et c'est facile à faire. Autre chose qui est assez utile, c'est qu'il y a des choses intégrées dans Lovable. C'est par exemple, vous avez accès par exemple à des analytics. Donc, vous savez sûrement lorsque vous faites un site, une des choses, c'est d'avoir accès à des analytics pour savoir combien de gens sont venus voir votre site. Sinon, c'est compliqué à savoir si votre site marche bien ou pas. Donc, Lovable a accès à ces analytics. Il a accès à des modules de sécurité, donc pour ne pas vous faire hacker. Des modules qui permettent de rendre le site plus performant et cette fameuse base de données. On retrouve une chose chez Bolt. Donc, vous avez des analytics, vous avez des authentifications. Ça, c'est lié tout de suite lorsque vous allez faire des bases de données et que des utilisateurs devront se loguer à votre site. Vous avez aussi quelque chose d'intéressant, c'est un knowledge, des serveurs et des secrets, ces choses un peu techniques. Et pour ceux qui sont un peu entrepreneurs ou qui ont un projet, c'est un shop, vous avez une intégration native avec Stripe. Donc, si vous voulez construire un module ou un shop en ligne où l'utilisateur doit payer, ça devient très facile. Ou sinon, par l'intégration avec Supabase. Donc, voilà, donc ces outils-là sont des choses, des steps en plus. Et une chose aussi qui est très importante avec ces outils-là, c'est la possibilité de publier son projet, qui est dans, vous voyez ici dans Publish, ou niveau, chez Bolt aussi, il y a un Publish. Ce qui va se passer, en fait, ces outils-là sont souvent pré-rattachés à en fait, d'autres outils qui permettent de déployer des projets, type, Bolt, par exemple, est rattaché à Netlify. Et là, vous voyez, en fait, c'est tous mes projets qui sont en ligne, et aussi, vous voyez la progression, en fait, du AI Planner que je développe, finalement, tout au même endroit. Donc ça sera on va dire les éléments principaux, c'est-à-dire pouvoir déployer son projet facilement, pouvoir intégrer une base de données, pouvoir connecter à Stripe. Par contre, ce qui va se passer, c'est que à un moment, par exemple, vous allez vous dire, oui, dans mon projet, j'ai envie d'intégrer des API tierces. Alors, c'est quoi des API tierces? Des API tierces sont tout simplement des API vers des services. Par exemple, là, vous avez un site, c'est Rapid API, qui liste beaucoup d'API disponibles. Donc, vous faites un compte là-dessus et, par exemple, je ne sais pas, vous voulez, par exemple, vous faites un petit e-commerce et vous voulez intégrer de la donnée en temps réel d'Amazon. Ce que vous allez faire, vous allez dans cette API-là. Alors, là, pareil, peut-être certains sont un peu effrayés, mais il ne faut pas s'effrayer. C'est le LLM derrière qui fait tout, c'est-à-dire vous allez, par exemple, pour intégrer cette API-là qui est du Product Search, Product Details, voilà, vous allez en fait copier-coller tout ça, copier-coller tous ces éléments-là,
donnez la clé API à votre LLM et c'est lui qui va intégrer, en fait l'API. Et alors, pour revenir à ce qu'on disait ici, le problème avec Bolt et Lovable, comme c'est des IDE, donc des environnements de développement dans le web, en fait, ils sont compartimentalisés par d'autres modules et des fois, le LLM n'arrive pas à tout voir. Et donc, en fait, lorsqu'il y a des erreurs, ça se met à mouliner et vous avez beaucoup de mal, en fait, à corriger une erreur là-dessus. D'où passage à la chose au-dessus. Alors, arrêtez le partage. Hop. Donc, dans la présentation, d'où, en fait, vous allez devoir passer à quelque chose de plus musclé. Alors, je vais en parler après de ça par la suite, mais par exemple, là, vous serez obligé de passer sur Cursor ou Windsurf. Donc, j'ai parlé d'IDE. En fait, IDE, c'est des environnements de développement intégrés. C'est des applications macOS ou Windows qui permettent de développer. Donc, ces outils-là permettent de tout coder, tout déployer. Juste à ce niveau-là, il faut maîtriser certaines choses. Il faut comprendre le code qu'on va utiliser, quel framework on va utiliser, comment structurer l'architecture, comment raccorder à des bases de données, comment raccorder à des API tierces. Je vais vous présenter ça, je vais vous montrer ça rapidement en partageant mon écran, à quoi ça ressemble, pour que vous voyez ça plus concrètement. Tac. Une seconde. Alors, c'est en train de partager. Alors, moi j'ai l'habitude de travailler sur Windsurf par rapport à Cursor, mais en fait, c'est très, très similaire. En fait, que ce soit Windsurf, Cursor ou maintenant il y a Cloud Code aussi, en fait, c'est une app votre ordi, pareil que comme si vous… En fait, il n'y a rien de compliqué à l'installer. C'est une app comme si vous installiez Teams ou je sais pas, Spotify sur votre ordi pour jouer des chansons. Et là, c'est toujours la même structure. Vous avez accès à tous vos fichiers de code qui sont après structurés en front-end, back-end et base de données. Alors, la base de données n'est pas ici. La base de données est sur Supabase. Mais ici, il y a des éléments qui connectent tout ça. Donc, là, vous voyez ma code base de TIA qui est déjà un petit peu compliquée. Donc, il y a énormément de fichiers. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que pareil, comme dans les autres outils, vous allez prompter le LLM. Donc ici, ça se passe à gauche. Vous avez votre historique de choses. Ici, ce qui devient intéressant, c'est que vous avez accès à de nombreux modèles et surtout, certains modèles sont gratuits. Donc, par exemple, là, vous voyez GPT-5 Codex est gratuit. C'est un très bon modèle que si vous le payez directement avec OpenAI, ça pourrait coûter beaucoup plus cher. Mais ici, par exemple, donc lorsque vous commencez à développer avec ça, et ici, niveau frais, alors moi, mes frais de développement s'élèvent à entre 15 et 20 euros par mois. En fait, d'où ils viennent, en fait, c'est l'abonnement par mois à cet outil-là, à Windsurf, où j'ai 500 crédits. J'ai 500 crédits. Donc, en fait, ça, avec le meilleur modèle, donc le meilleur modèle maintenant pour coder, c'est Claude Sonnet 4.5, il va me permettre d'avoir 250 prompts. Donc, à ce niveau-là, en fait, je vais devoir être un peu stratégique. Je ne vais pas, par exemple, prompter avec des petites questions. Donc, lorsque je vais prompter, je vais faire déjà une grosse feature que je vais préparer en amont. Pour toutes les choses, après, pour toutes les questions ou pour des choses comme ça, vous pouvez passer ensuite par GPT-5 Codex ou par un autre modèle un autre modèle performant mais qui est gratuit. Ou une fois que en fait vous codez votre projet, vous allez savoir quoi correspond à quoi. Par exemple, là, par exemple, je vous montre le footer. Oui, donc le footer, on sait tous que ce footer, c'est en bas du site. Donc, il y a plusieurs choses, mais en gros, là, vous pouvez l'éditer vous-même s'il y a une petite chose à changer, un petit truc de vocabulaire ou de wording, vous le faites directement.
donc, voilà. Donc ça c'est des outils déjà un peu plus complexes. Là, vous voyez, par exemple, bon, l'historique de ce que j'avais fait là. J'avais demandé à l'IA de refactorer certains de mes codes. Mais pareil, en fait, je fais toujours des prompts assez simples. Et l'IA prend tout. Puis après, on dit à l'IA de déployer Netlify. Vous voyez, là, j'ai fait un git commit, un déploiement vers Netlify. Netlify, c'est ce qu'on a vu là-bas où les choses sont hostées. Et ça, voilà. Et après, l'IA fait ça. Mais une fois qu'on comprend ce que fait l'IA, en fait, on comprend assez facilement puisqu'elle décrit tout. On va ensuite passer sur un onglet sur lequel on va pouvoir par la suite en fait tester ce qu'on a codé. Une des façons de tester aussi est d'utiliser Google Chrome. Alors là, on rentre un peu dans des trucs techniques, mais en gros, Google Chrome a toujours une idée ce qui se passe en arrière-fond, plus tous les éléments, on va dire, front. Et lorsqu'il y a des bugs ou des choses, il suffit juste de copier-coller ces choses-là de la console ou des éléments ici et l'injecter dans votre chat l'IA pour corriger ou voilà. On a encore 2 minutes. Alors, je vais peut-être, donc OpenAI, vous connaissez sûrement, je vais encore parler rapidement de DeepSeek. Alors, DeepSeek, en fait, contrairement, c'est OpenAI, mais c'est le modèle chinois qui était sorti en début d'année. Alors, ce qui est génial, c'est que ce modèle-là est gratuit. DeepSeek gratuit, c'est-à-dire, et il est très bon pour les recherches techniques ou pour structurer des choses techniques. Par exemple, moi, avant de coder n'importe quoi, je prépare techniquement en fait les choses en amont avec DeepSeek pour qu'il m'explique en fait les choses ou comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, je sais pas, j'ai une web app en TypeScript. Comment je peux construire, par exemple, des serveurs MCP? Vous entendez souvent parler de ces choses-là. Et donc, il m'explique, en fait, comment faire ça. Donc, d'une façon, premièrement, moi, ça me permet de vraiment comprendre techniquement et de creuser comment c'est fait. Et puis, une fois que j'ai cette base-là, je vais pouvoir, en fait, copier-coller certains de ces éléments-là et les intégrer dans mon IDE pour qu'il me les code. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, par exemple, avec ça, je peux aussi générer des fausses infos pour tester aussi mon LLM ou mon app. Là, par exemple, c'est des faux billets d'avion, par exemple, que je peux tester ici au niveau. Donc là, par exemple, au niveau du travel planning, on a les incontournables qu'on a vu là-bas. On a une carte. On a les trésors cachés, donc liés. Alors, voilà, juste pour le contexte, c'est un voyage de 12 jours en Italie. Et en fait, je veux organiser mes réservations. Donc, par exemple, je vais coller cette fausse donnée. Et là, derrière, il y a un LLM qui va en fait analyser toutes ces données-là et il va me les retranscrire en modules en fait qui sont dragables, déplaçables. Et vous voyez là, en lui disant si c'est vol aller-retour, il me les a intégrés directement dans l'itinéraire. Puis après, il y a beaucoup de... Puis après, en fait, quand on maîtrise bien les outils de vibe coding, on peut tout faire, puisqu'on peut, je sais pas, on peut implémenter tout genre de features, donc supprimer des choses, déplacer des cards, c'est du drag and drop. Mais voilà, c'est on va dire, c'est un voyage qui prend du temps. Faut essayer, faut jouer avec les outils.
mais on parvient ensuite, par la suite, à développer quelque chose qui est comme une vraie app. Alors, il me reste combien de temps? Il me reste encore 10 minutes. Je vais encore regarder mes slides. Tac, on en est où? Curseur. Donc, j'ai rapidement passé ChatGPT DeepSeek en revue. Donc, bon, je vous ai rapidement montré DeepSeek, à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à aller voir. Oui, alors, dernière chose. Alors, rapidement encore, s'il nous reste encore 2 minutes. Et en fait, si vous avez des écrans qui existent à la base et que vous devez retravailler, je trouve que Stitch UI, qui est l'outil de Google, est très, très puissant là-dessus. Par exemple, regardez, là, j'ai fait un prompt tout simple où, en fait, j'ai screenshoté une interface de mon app et je lui dis simplifie cette interface pour une web desktop pour une web app, en gros, quoi, ou pour un view en desktop, pardon. Donc, en gros, en fait, après, il le fait. Puis après, en fait, je peux itérer dessus. Donc là, vous voyez, c'est pas du code, mais ça me donne des interfaces totalement plus quali, on va dire, plus quali de ce qu'on avait avant, puisque l'interface de base de laquelle on est parti est celle-là. On arrive à ça. Et alors, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on veut la retranscrire en code. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut itérer dans Figma Make. Donc là, dans Figma Make, j'ai retranscrit l'autre interface créée avec Stitch dans Figma Make. Donc là, c'est du code. Mais pareil, en fait, vous voyez, je ne fais pas des prompts de malade, je fais des prompts très, très basiques. Translate to Figma Design, et je lui colle l'autre image là-bas. Bon, c'est en train de charger, ça n'arrive pas. Mais avec ça, en fait, je peux ensuite avoir accès au code. Et ce code-là, je n'ai plus qu'à le copier-coller et le réinjecter dans mon IDE ici, dans les éléments front qui concernent ça pour réaligner. Voilà, donc je suis passé un petit peu rapidement dessus, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ces outils-là, ils sont très puissants et utiles lorsque vous êtes par exemple, vous travaillez dans une entreprise qui a déjà une app existante et c'est pas top et vous voulez améliorer certaines choses, ou par exemple vous devez challenger vos designers. Voilà, c'est un outil qui marche très bien. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Donc, Stitch et Figma Make. Et je pense que j'ai terminé. Julie, si tu es là. Je suis là. Merci beaucoup, Christophe. Je vous invite à poser toutes vos questions dans la partie Q&A. Et on va les prendre juste après. Pour vous dire que donc, vous avez assisté à un Maestrix, c'est le format des webinaires de Maestro. Maestro, c'est l'école du Product Management et de la Tech. On fait des formations depuis le mois de juin. On fait des formations pour les product managers qui souhaitent se former sur l'intelligence artificielle. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit questionnaire et vous pourrez être contacté pour voir si votre projet correspond bien à la formation qu'on propose. La particularité de Maestro, c'est qu'on vous met en relation avec beaucoup d'intervenants différents qui n'ont pas tous la même vision des choses, et là, pour le coup, de l'intelligence artificielle, qui n'ont pas la même façon de l'utiliser, etc. Et aussi, c'est une formation donc, sur 3 jours en présentiel qui vous permet de comprendre comment l'intelligence artificielle peut vous être utile au quotidien, mais aussi comment on travaille sur des produits IA
et comment est-ce que vous pouvez utiliser l'IA pour créer des POC, créer des MVP, pour tester vos idées ou alors pour mieux communiquer avec les devs avec lesquels vous travaillez, pour pouvoir mieux leur présenter vos idées. Et ensuite, il y a une partie sur tout ce qui est légal, donc le IA Act notamment, et en gros comment structurer des projets dans votre entreprise autour de l'IA. Hop, je vous mets les dates qui sont juste là. Vous pouvez contacter Camille, qui est Admission Manager, si ça vous intéresse. Vous avez son mail qui s'affiche. On a aussi une formation no code. Je vous ai aussi mis les dates parce que la formation no code, c'est no code et IA. Et là, on est vraiment là pour construire plus des automatisations et être autonome sur plusieurs outils no code. Et par ailleurs, je vous mets aussi mon mail ici, comme ça, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé potentiellement par des partenariats chez Maestro ou si vous voulez devenir, par exemple, intervenant, vous pouvez me contacter ici. Merci encore, Christophe. Je prends vos questions tout de suite. Alors, on a une question de Terre qui demande Stitch, créer l'interface et make prototype, non? En gros, est-ce que c'est pour créer des interfaces et Make plutôt pour des prototypes? Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire Stitch, on est au niveau de l'asset. En gros, le rendu est une image qu'il faut après coder, mais en fait, et Make, en effet, c'est prototypé directement avec du code. C'est ça. Ok, merci. Je vois que tu réponds en même temps, mais peut-être le poser parce que il y aura un replay. Du coup, c'est plus il y aura pas les questions sur le replay. Du coup, c'est intéressant d'y répondre en live. Comment optimiser au mieux son prompt? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Alors, il y a deux prompts. Est-ce qu'on parle du prompt pour coder quelque chose? Donc là, selon moi, il faut partir de quelque chose assez court et clair, mais en entonnoir, c'est-à-dire un truc un peu général, puis après on descend, c'est-à-dire crée-moi une app de prise de notes, puis après on précise. Et si on parle d'un prompt, d'un système prompt, par exemple, intégré dans une application du type, comme dans un e-travel planner, par exemple, l'utilisateur rentre une destination et cherche-moi, je sais pas, les attractions incontournables. Là, pareil, on essaye de partir de quelque chose de simple, assez basique, et on construit par-dessus tout en testant. C'est-à-dire, on va faire un simple, on va dire LLM, recherche-moi toutes les destinations tous les endroits incontournables de cette destination, plus, je ne sais pas, quelque chose, des choses fous à faire. On teste, on lance, on fait tourner l'app, on la teste, et puis après, on bâtit pour rajouter des choses. Mais c'est toujours, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut partir d'un processus itératif, partir d'un truc simple et après bâtir dessus. Merci. Quelqu'un qui demande, peut-on utiliser le CPF pour la formation de 3 jours PM IA? Oui, absolument, vous pouvez financer votre formation par CPF et aussi par OPCO, c'est-à-dire votre entreprise peut prendre en charge la formation avec des aides qu'elle a pour former ses salariés. Une clé API est-elle requise pour connecter un LLM dans Lovable ou Bolt? Oui, absolument, parce qu'en fait, lorsqu'on intègre un LLM dans son app, le coût est le provider de l'API qui le fait. Donc là, c'est des services qui sont chez OpenAI ou DeepSeek ou autres. Et donc, c'est eux qui vont facturer à l'utilisation de l'API. Comment se passe l'intégration d'un service de mailing, envoi de mail de confirmation par exemple, ou mail de contact sur Lovable? Alors, soit il faut regarder s'il y a une des intégrations natives, si Lovable permet de faire ça avec ses bases de données. Je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas dire à 100%, mais autrement, aller prendre un service externe du type, juste googler service d'envoi de mail
donc en fait, il y en a un que j'ai en tête et avec lequel j'ai déjà travaillé, ça s'appelle Email.js, et qui permet, en fait, qui donne une clé API, donc on intègre ça dans l'app, et lorsque, donc dans le text field, on va rentrer des choses, bah, ça va envoyer des mails à cette personne-là en back-end. Est-ce qu'il faut être sur un plan free ou paid pour Make? Alors, vaut mieux être toujours sur un plan paid, mais en plan free, on peut faire des choses un petit peu basiques ou explorer. Moi, honnêtement, pour l'instant, je suis sur le free, parce qu'en fait, si on fait tous les outils, on en a pour 200 € par mois, mais on peut faire beaucoup de choses en free. En dehors de Windsurf, quels sont les autres outils que tu utilises régulièrement dans ton projet entrepreneurial et combien ça te coûte par mois? Alors, donc, régulièrement, bah en fait, non, vraiment, régulièrement, j'utilise, en payant, j'utilise Windsurf. Après, des fois, j'utilise des choses sur Claude ou Claude Code, qui est par CLI. Donc, en fait, CLI, c'est le... Il n'y a pas d'interface visuelle, c'est que par commande. Et là, on paye à l'utilisation. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais on peut faire énormément de choses avec les outils gratuits. Bah, Stitch, c'est gratuit. DeepSeek, c'est gratuit. Windsurf ou Cursor. Alors, Cursor, je ne peux pas dire à 100%, mais si on utilise certains modèles qui sont gratuits en promotion, honnêtement, on s'en sort pour 15, 20, 30 € par mois, quoi. Merci. Que penses-tu de Supabase? Et est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour scaler son projet? Alors, je ne sais pas si je peux donner une réponse objective, mais j'ai surtout travaillé avec Supabase, donc, et pour moi, ça fait tout, c'est bien organisé. Ça a aussi un CLI, donc c'est-à-dire que par son IDE, on peut lui donner des ordres directement à la base de données sans devoir fouiller dedans. Donc, pour moi, c'est très bien. Et ce que je vois, c'est que des acteurs comme Lovable, en fait, au lieu de faire des intégrations avec Supabase, sont en train de développer eux-mêmes leur propre base de données, ce qui peut-être va encore simplifier, mais à mon avis, après, on rentre vraiment dans un système propriétaire où on est dépendant entièrement du IDE ou du provider. Et niveau coût, je ne sais pas ce que ça donne après, par la suite. Merci beaucoup. Je pense que j'ai pris toutes les questions. Merci à tous d'avoir posé des questions. Merci d'avoir réagi aussi aux propos et merci de votre présence. Merci encore Christophe pour la présentation. C'était hyper intéressant. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bah déjà, merci beaucoup Julie de m'avoir accueilli. Merci à tous pour le webinaire. Et juste une chose, en fait, comme je continue à développer TIA, j'ai partagé dans le chat le lien vers TIA. Je suis toujours preneur de feedback, donc si parmi vous, il y a des aficionados du voyage ou des intéressés de parler de cet outil-là, je suis preneur de feedback ou de discuter avec vous en général, ou même, voilà, si vous développez un projet, donner des petits coups de main ou voilà, des tips. Il y a Valentin qui dit ça a l'air trop stylé. Ah, ça c'est trop sympa, merci beaucoup Valentin. Merci à tous, bon après-midi, à bientôt. Merci, au revoir.